on passe au 129, approbation de la convention cadre triennale de la labellisation de la cité éducative de Nanterre et de ses annexes. Cette fois, on y est. Jean-Pierre Vellier. Merci, Monsieur le maire, de m'accorder ce privilège de revenir peut-être très brièvement, compte tenu du fait qu'on a déjà évoqué ce sujet lors de la précédente séance du conseil municipal, mais ce privilège, malgré tout, de retracer les lignes directrices de ce qui relève de cette convention qui est donc triennale et qui va engager l'État et la ville, l'État avec deux de ses représentations, l'éducation nationale et les services de la politique de la ville, et la municipalité sur un grand projet qui va, pour l'essentiel, concerner le quartier du Parc, à la fois Parc Nord et Parc Sud. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir en détail. On est déjà rentré dans cette question depuis déjà à plusieurs reprises. Ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que, l'État a signifié son accord et a délivré de manière officielle le label cité éducative à la ville de Nanterre, suite à un certain nombre de procédures dont nous avons déjà pu évoquer le cheminement les fois précédentes. Deux, nous passons là, je dirais, à la vitesse de croisière du fonctionnement de la cité éducative, avec d'ores et déjà, sur la fin de l'exercice 2021, un certain nombre d'actions en cours. Je ne vais pas vous les énumérer, elles sont toutes entières précisées dans dans la convention cadre que vous avez pu, bien évidemment, consulter. Globalement, qu'est-ce qui est important de retenir? C'est que les axes stratégiques qui vont structurer notre action ont 4 objectifs fondamentaux. 1, conforter le rôle de l'école aux yeux des enfants et des familles du quartier, des quartiers considérés. Deuxième élément, et ça c'est le plus important parce que c'est le plus difficile, c'est créer les conditions d'une réelle continuité éducative, c'est-à-dire essayer de passer outre les écueils que nous connaissons tous au moment des transitions entre la crèche et l'école maternelle, entre l'école maternelle et l'école primaire, enfin l'école élémentaire en tout cas, entre l'école élémentaire et le collège et le lycée, etc. etc. Ces transitions sont toujours extrêmement difficiles à gérer pour les équipes sur le terrain, mais de la même façon, je dirais, pour les enfants. Troisième élément, et c'est très important, nous l'avons toujours testé, tenté, mais pas forcément réussi jusqu'à maintenant, c'est permettre à tous nos jeunes de ces quartiers, et plus globalement à Nanterre, de se placer dans une dynamique d'inventaire de ce qu'on appelle le champ des possibles, c'est-à-dire combattre l'autocensure. Nous savons tous que nos jeunes nantériens, d'emblée, ne se sentent pas légitimes pour prétendre à occuper des fonctions, se lancer dans des études de plus grande importance, parce que leurs conditions les assignent en quelque sorte parfois à l'insu de leur plein gré à une forme de résidence. Et c'est bien évidemment autour de cette ambition que nous allons développer un certain nombre d'actions dans le cadre de la cité éducative. Et puis, bien évidemment, je dirais c'est le 4e axe, qui est le 4e axe stratégique, qui est certainement le plus structurel, parce qu'il va avoir pour objet de faire que les institutions, la ville, les établissements scolaires se parlent encore davantage qu'ils ne se parlaient jusqu'à maintenant, dans une perspective, bien évidemment, de continuité éducative et de réussite et d'insertion sociale et professionnelle. Alors, je ne vais pas aller plus loin, sauf si vous avez des questions. Bien évidemment, la seule préoccupation qu'on peut avoir,
c'est quel est le coût de cette opération et comment les financements se répartissent-ils. Alors, vous le savez, le programme Cité éducative a pris du retard, non pas du fait de la ville, mais du fait des agencements différents qui ont émaillé en quelque sorte la construction du programme au niveau national. C'est la raison pour laquelle la convention officielle ne sera signée que courant octobre entre le maire, le préfet et la rectrice d'académie de Versailles ou l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle aussi, finalement, le programme d'action, il va être réparti sur 3 années, mais sur 3 années glissantes et pas sur 3 années calendaires. Le programme va démarrer officiellement le 20 octobre environ 2021, se prorogera donc en 22 années pleines, 23 années pleines et 2024 de telle sorte que les fonds qui sont alloués puissent être dépensés, je dirais, de manière lissée et non pas par bloc. Alors j'entends parfois, du côté notamment des élus de l'opposition, quelques observations sur le fait que, heureusement que l'État est là pour financer notre action. Alors j'aurais eu le plaisir à un de nos élus de l'opposition de lui refaire un petit cours de finances publiques, ne serait-ce que pour rappeler que lorsque l'État intervient dans une opération comme celle-là, il intervient sur la base d'un quota, d'un pourcentage financier, budgétaire, correspondant, je dirais, au canon de la notion de co-investissement entre une collectivité locale et donc les pouvoirs publics. L'État va financer cette opération à hauteur de 40% pour un montant de 1 290 000 €, donc lissé sur ces 3 années glissantes, comme je vous l'ai précisé. La ville, quant à elle, et je pense que c'est important de le savoir, va consacrer sur ces 3 années un budget qui correspond à 1 682 000 € qui sera entièrement dédié à la mise en place de ces axes stratégiques et des actions qui correspondent. Voilà, je tenais à insister beaucoup là-dessus parce que on a très souvent le réflexe de penser que dès lors qu'on demande une subvention, c'est en quelque sorte une forme d'action généreuse de l'État. Et nous ne rechignons pas à cette participation de l'État à la hauteur que j'ai indiquée. Mais il faut bien comprendre que c'est aussi, à chaque fois, une nécessaire réaffectation des finances de la municipalité pour les flécher de telle sorte qu'elles incarnent bien la quote-part qui est imposée à la municipalité. Voilà, je suis bien évidemment disponible pour répondre à vos questions. Je vous demande en conclusion donc d'approuver cette convention pour autoriser le maire à y porter sa signature. Merci, Madame Bedin. Merci beaucoup. Cher Jean-Pierre Bellier, merci pour l'exposé remarquable et auquel, sur le discours, on ne peut qu'adhérer. J'ai 3 remarques, cela dit. La première, c'est que c'est un beau discours, ce sont de beaux mots. Je lis, appréhender la réussite éducative de manière globale et décloisonnée. Lutter contre l'évitement scolaire par la qualification de l'offre. Prioriser le décloisonnement entre les outils. Organiser tous les acteurs autour de l'école, etc., etc. Voilà, créer un écosystème éducatif local qui ouvre des perspectives. Ça veut dire quoi concrètement?
Alors, je sais que je parle à un éminent représentant de l'éducation nationale et qu'on est adepte dans l'institution de ce type de jargon. Et encore, je le trouve plutôt lisible par rapport à d'autres qu'on lit par ailleurs. Simplement, quelle est la réalité derrière? On parle, et je sais que vous me comprenez quand je dis ça, on parle d'un quartier, on parle d'élèves, on parle d'enfants, on parle de leurs parents, on parle de profs. Quels sont les projets qui vont être financés? Comment ça va se structurer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a déjà des gens qui bossent à rapprocher les écoles du collège, par exemple. Il y a déjà des gens qui travaillent à rapprocher le collège du lycée. Tout ça se fait déjà. Le travail avec les associations existe. Les initiatives prolifèrent. C'est un quartier où il y a de nombreuses associations. Il y a une maison des parents qui s'est structurée, enfin un accueil des parents dans le collège, etc., etc. Les initiatives, elles sont nombreuses. Qu'est-ce qui va changer concrètement avec ça? C'est ma première remarque. Deuxième remarque, vous parlez de partenariat. Alors ce serait bien en termes partenarial qu'effectivement il y ait d'autres partenaires autour de la table. Je pense à la région, je pense au département. Et on pourrait imaginer d'autres partenaires qui sont au cœur de ce qui se passe dans le quartier et qui, j'espère qu'elle me pardonnera, sont parfois beaucoup plus proches de la réalité du terrain que le rectorat. Et là aussi, j'imagine que vous me comprendrez quand on se dit qu'au niveau local, vraiment, on sait parfois mieux ce qui se passe que dans les bureaux à Versailles. Troisième point, vous parlez d'un total, si on compte l'État plus la ville, de 2,8 millions qui seront investis sur 3 ans dans ce plan. Si je ne me trompe pas, 1,6 million plus 1,2 million, c'est ça? Ça fait 2,8 millions. Si on divise par 36 mois, ça fait à peu près 80 000 euros par mois, 77 000 euros par mois, très exactement. Je pense qu'on devrait faire un vœu, Monsieur Bélier, nous tous, tout le conseil municipal, pour dire que quelque part, ces 80 000 euros, ils devraient être mis dans le salaire des profs. Parce qu'à un moment donné, le vrai problème dans nos quartiers, le vrai problème, c'est la rémunération de nos enseignants. Comment voulez-vous attirer des jeunes profs, des anciens profs, pour qu'ils restent là, pour qu'ils restent en place, pour attirer les meilleurs et pour s'en sortir? Le vrai investissement, il serait celui-là. On est à 6 mois d'une élection présidentielle. Ce serait assez fort que l'ensemble du conseil municipal de Nanterre, majorité et opposition compris, soutiennent une proposition de ce type et, à mon avis, beaucoup plus efficace que cette convention triennale. Je vous remercie. Je reconnais également, comme l'a fait Camille Bedin, vos hautes compétences dans le domaine. Mon intervention, en fait, ira dans le même sens, en fait, que Camille Bedin. Je pense que la question de l'éducation aujourd'hui dans notre ville qui est une égalité des chances, elle est cruciale. Effectivement, les montants évoqués semblent, somme toute, assez dérisoires si après on fait le calcul de les rapporter au nombre d'enfants. Moi, j'aurais quelques questions, en fait, rapides. Quels sont les objectifs et les moyens concrets qui sont mis à disposition des jeunes nantériens pour répondre aux 4 objectifs du label? Rechercher une meilleure mixité sociale et scolaire, créer des filières et des formations innovantes et attractives. Quels impacts à Nanterre? Améliorer le bien-être de tous, élèves et personnels. Qualité et utilisation des locaux scolaires sur les temps périscolaires. Quelles mesures concrètes ont été prises à Nanterre? Troisième question, renforcer le suivi personnalisé des élèves en amont et sur la durée. Travail coordonné entre les cycles avec les divers dispositifs culturels, éducatifs, sportifs de prise en charge des jeunes sur les différents temps et l'ensemble du territoire. Comment les jeunes nantériens sont-ils accompagnés concrètement? Et encourager l'ambition scolaire, accompagnement des élèves sur la persévérance et l'orientation. Comment redonner cette ambition à Nanterre? Je vous remercie. La convention cadre sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer ce soir, à l'occasion de ce conseil municipal, concrétise plusieurs années de travail et de coopération au service des jeunes nantériens et nantériennes. Et nous sommes toutes et tous d'accord, il me semble, dans cette assemblée auprès des habitants du quartier Parc Sud. Comme le souligne très... Parc. Oula, on est trop... Je regardais Ousmane, donc j'ai été illuminée. Le parc. Voilà. Comme le souligne très justement la présente délibération portée par notre
camarade Jean-Pierre Bélier, cette démarche a débuté il y a plus de 2 ans à travers un partenariat entre la ville, la préfecture, le DAZEN des Hauts-de-Seine, avec pour ambition constante de permettre à tous les jeunes du parc l'accès aux droits communs à l'éducation, l'implication de l'ensemble des acteurs éducatifs comme associatifs, ainsi qu'une interaction sans cesse plus poussée entre nos différentes institutions ont été des éléments indispensables pour atteindre nos objectifs et obtenir des résultats concrets. Cette stratégie alliant rigueur, cohérence, efficacité a été, il convient de le rappeler, une nouvelle fois reconnue effectivement par les services de l'État en ce début d'année, signe de reconnaissance pour celles et ceux qui ont fait de la réussite et de l'émancipation et de l'éducation de notre jeunesse une priorité absolue ainsi qu'une arme de choix contre les exclusions, les déterminismes de toutes sortes. Je profite de cette délibération présentée en ce moment pour faire un rapide mais combien nécessaire mise au point face aux propos simplistes, voire démagogiques de certains prononcés dans cette assemblée ou par tribune interposée, décidément bien éloignés de notre ville et de ceux qui y vivent. Pas besoin d'avoir fait l'ENA, je vous rassure, pour constater les dégâts de la politique menée par l'exécutif qui pénalise les plus fragiles. Malgré le contexte sanitaire et budgétaire que nous connaissons et que nous subissons, la municipalité ne se défile pas et prend ses responsabilités pour permettre à chacun et chacune d'entre nous de s'émanciper, de s'élever et de devenir ainsi des citoyens acteurs de la cité. Merci à vous. Dans mon exposé, j'ai bien évidemment été contraint de définir le cadre général. J'ai parlé des axes stratégiques, j'ai parlé des principes que vous avez repris très justement, Camille. Maintenant, effectivement, tout ça, ça se décline en actions. Alors, je peux vous faire l'inventaire des actions. Vous me pardonnerez, je ne le connais pas par cœur, parce qu'il y en a une trentaine. Mais parmi ces actions, celle qui d'ailleurs démarre très, très bientôt, c'est la valorisation des talents de Nanterre, c'est-à-dire la mobilisation d'une association qui s'est créée autour du quartier du Parc, qui s'appelle les Lumières Nantériennes. Vous allez beaucoup en entendre parler, notamment parce que si vous avez regardé Nanterre Info, qui est sorti la semaine dernière, il y a justement le portrait de Jennifer Hamet, qui est la présidente de l'association Les Lumières Nantériennes. C'est une association qui s'est constituée sur la base de tous les jeunes du quartier du Parc qui ont, dans leur scolarité ancienne ou plus ou moins récente, ont réussi des parcours qui ne sont pas des parcours d'élite à afficher, mais qui ont réussi leur insertion sociale et professionnelle et de manière telle qu'aujourd'hui, ils représentent globalement la fierté du quartier, la fierté de leur famille et la fierté de leurs amis. Ils incarnent ça. Et l'idée, et c'est une des premières actions, ça va être de mobiliser cette centaine de jeunes. Il y a une centaine de jeunes dans l'association, et qui vont intervenir dans les établissements, dans les centres sociaux, dans les centres de loisirs. On est en train de travailler avec eux à une forme de parcours pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au fait que habiter dans le quartier du Parc, ça peut nous permettre malgré tout de devenir une brillante neuroscientifique ou un brillant sportif. Et qu'il n'y a pas un exemple à montrer comme tête de gondole, mais il y en a au moins 100 à montrer dans ce quartier. Voilà une action. Une autre action que je peux évoquer, pourquoi pas, c'est tout ce qui relève de la culture scientifique. Une autre action autour de... On va mettre en place un concours d'éloquence. Bon, c'est quelque chose d'assez connu, déjà pratiqué, sauf qu'il n'y en avait pas. Donc on est en train de créer les conditions de réalisation d'un concours d'éloquence. Un gros travail sur les temps méridiens. Vous savez très bien comme moi que dans les collèges et dans les écoles, j'allais dire le maillon faible de la journée, c'est le temps méridien. Pourquoi ? Parce que les contraintes liées à l'organisation de cette période de la journée nous amènent très souvent à faire plus de la garderie que de l'action éducative. Nous, ce qu'on va essayer de transformer avec le concours d'une association que vous pouvez peut-être connaître, qui s'appelle Savoir-être et vivre ensemble,
c'est Frédéric Lenoir, pour ceux qui connaissent Frédéric Lenoir, le philosophe. Ça va être effectivement que tous ces temps, qui sont des temps de fragilité, de tension, deviennent des temps d'apaisement, alors, pas de méditation, pas de relaxation, n'allons pas vers des excès qui pourraient nous donner le sentiment qu'on rentre dans quelque chose d'un peu, en tout cas, si ce n'est suspect, en tout cas un peu bizarre, mais en tout cas créer les conditions pour que les enfants réfléchissent, se reposent et se mettent en condition pour retourner à l'école. Parce que le constat qu'on fait tous, c'est que dans ces temps méridiens, quand les gamins retournent en classe, ils sont encore plus crevés que quand ils en sont sortis, parce que l'organisation était telle qu'il était difficile, de façon systématique, de trouver des temps d'apaisement, des temps qui sont nécessaires. Alors, je passe les détails. Hein. Je vous dis, il y a 19 et 5, 24 actions. Pour faire vite, il y a 19 actions opérationnelles, ponctuelles, sur les langues, sur la science, sur tout un tas de choses, et 5 actions qui sont transversales. Si vraiment vous êtes passionné par ça, je serais ravi de partager cette passion avec vous, parce qu'il y a un véritable enjeu. Alors, partenariat, vite, région-département, on est dessus. Le département est d'ores et déjà partenaires. On va avoir notamment à régler avec eux des sujets éminemment sensibles, qui est un meilleur équilibre et un partage sur l'accès aux installations sportives. Voilà, un sujet important. Alors, oui, j'entends bien ce que vous dites sur le financement, j'allais dire l'amélioration des conditions de rémunération, de traitement des enseignants. Alors, il se trouve que j'étais cet après-midi avec Xavier Darcos, que je connais bien, vous le connaissez aussi, on était à l'Institut, et on a évoqué ce sujet, c'est amusant. Mais vous vous souvenez quand même que les conditions de traitement des enseignants ont été fortement impactées à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale. Il s'en est d'ailleurs ouvert avec une autre ministre avec qui nous avons échangé cet après-midi à ce sujet. Donc oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Je pense que dans la campagne pour les présidentielles et les législatives à venir, le sujet de la condition enseignante va être sur le devant de la scène. C'est pas à nous de le régler. Nous, on ne demande que ça, bien évidemment. Mais nous, on va être là pour accompagner les enseignants, accompagner les familles, accompagner les éducateurs, accompagner les travailleurs sociaux et créer du lien, faire prendre la mayonnaise entre des partenaires qui ont certainement besoin de trouver je veux dire, de faire monter ensemble cette mayonnaise. Bien-être, vous avez évoqué, Barbara Fogas, si vous me permettez, persévérance et orientation, c'est dans le cœur de notre sujet. Il faut arrêter d'être dans le misérabilisme en disant « je lutte contre le décrochage scolaire ». Nous, on veut inverser la charge de la preuve. C'est ça notre ambition. C'est-à-dire non pas essayer de réparer, mais essayer d'anticiper, essayer de prévenir, essayer d'intervenir en amont. Parce que quand un enfant est décrocheur, qu'il soit décrocheur actif ou passif, le retard à rattraper est beaucoup plus difficile. Le handicap qui se pose devant nos yeux est beaucoup plus compliqué à compenser. Donc on va être entièrement là-dessus. Orientation choisie plutôt que voulue plutôt ou choisie plutôt que imposée, ça c'est clair. Et surtout, mise en œuvre d'un catalogue d'actions, un catalogue, je dis bien, qui va avoir pour objet d'encourager la persévérance scolaire. Merci Jean-Pierre pour ces précisions un peu longues. Je vous propose donc, on va passer au vote. Évidemment, très sincèrement, si la question du traitement des enseignants et si la question de la réussite
de tous les enfants à l'école était le sujet de prédilection des élections présidentielles, j'en serais évidemment ravi, car sans doute c'est bien ce sujet-là qui est la principale préoccupation de l'avenir de la République. Voilà. Parce que l'avenir de la République, elle se joue dans l'école et elle se joue dans le fait que les enfants ont tous les mêmes chances de réussite, et vous savez bien que ce n'est pas le cas, et que, évidemment, c'est un déchirement pour les familles, c'est un déchirement pour les enfants et les jeunes concernés, et c'est un déchirement pour une ville et pour un maire comme celui de Nanterre. Sur ce, je vous propose de voter.